Bonjour, joyeux Noël, bonne année, j'espère que je suis pas trop en retard lorsque la vidéo sortira. Troisième et dernière partie de la série de vidéos, avoir un job alimentaire. Si jamais tu n'as pas vu la partie 1 ou la partie 2 ou les deux, je te conseille vivement de le faire avant de regarder la troisième partie pour mieux comprendre ce qui va suivre. Et si tu me découvres avec cette vidéo, salut, moi c'est Maseaba et je fais des animations sur des anecdotes de ma vie et je te conseille aussi de regarder les premières parties avant celle-ci. Les liens vers les vidéos sont dans la description, j'espère que tu les aimeras. Si tout est bon de votre côté, sans plus tarder, voici la suite. Dans l'épisode précédent, Mes collègues me disent qu'ils ne peuvent pas en être sûrs, mais qu'ils en mettraient leurs mains à couper. Et ils me donnent 2 prénoms. 2 managers. Et là, tout s'explique. Et hop, je pose directement la réponse. Les 2 personnes, c'est elle et c'est elle. Et comment vous dire ? Elles sont tellement pourries de l'intérieur que j'ai un paquet d'anecdotes de dingueries qu'elles ont fait tout dit lorsque je travaillais là-bas que je pourrais en parler pendant des heures. Cependant, pour des raisons évidentes, je vais vous en raconter qu'une poignée pour que vous puissiez mieux cerner le duo de choc. Ce sont 2 managers très proches qui ont pour hobby commun d'harceler moralement les employés, leur parler de manière pire qu'un chien, que ce soit devant les clients ou non. Vraiment, ce sont 2 pestes. Il n'y a pas d'autre mot pour les décrire sans me faire démonétiser. Je tiens à préciser que même si tout ce que je vais vous raconter, ce sont elles qui ont directement fait ça, les autres managers ne disaient rien face à ça. Donc ils n'ont techniquement pas été les tyrans de l'histoire, mais ils n'ont pas montré le fait qu'ils étaient contre ça non plus. L'autorité et le pouvoir sont 2 choses qui peuvent vite monter à la tête, briser pour mieux contrôler. Elles incarnent parfaitement cette manière de voir les choses. Elle maîtrise l'art de donner des ordres contradictoires qui, bien évidemment, lorsque tu appliques l'ordre de tic mais qui ne plaît pas à Tac, la faute retombe sur toi. Ah Maseaba, l'heure de la fermeture nous attend pas pour fermer ta caisse, elle est au camp, vas-y toute seule. Ok. Ah mais Maseaba, qui t'a donné l'autorisation de fermer ta caisse? Tu dois nous attendre en fait. Il y a un protocole à respecter. Et c'est ça tous les jours, tout le temps, sur plein de petits trucs. Parfois même, les règles changent en fonction de leur envie du jour. Vraiment, c'est quelque chose qui est juste un peu chiant sur le moment, mais qui est usant sur la durée. Oh, mais ne vous en faites pas, il y avait certaines choses où elles étaient d'accord. Par exemple, je n'avais pas le droit de m'asseoir. Il y avait des chaises, mais interdiction formelle de s'asseoir sur celle-ci, car c'est pas poli envers le client en fait. Alors je sais pas vous, mais je me suis jamais dit qu'un caissier me manquait de respect parce qu'il était assis. Oh, et bien évidemment, les gens au SRM étaient assis. Je me sentais obligée de le dire. Sinon, c'est des demandes de politesse à outrance. Par exemple, lorsque j'étais à l'accueil, je devais dire bonjour à absolument tout le monde. Et c'est pas le fait de dire bonjour qui me dérange, mais c'est le fait de devoir le dire à tout le monde. Imaginez les heures de rush. Bonjour messieurs, dames, bonjour madame, bonjour mesdames, bonjour monsieur, si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas, bonjour messieurs, bonjour madame, bonjour mesdames. Et gare à moi si je manquais une personne, oh et si j'osais simplement dire bonjour sans rajouter un monsieur ou un madame derrière, ça en était fini de moi. Non mais Maseaba, c'est pas professionnel tout ça, tu devrais t'impliquer un peu plus dans ton travail. La politesse c'est la base du service clientèle. On t'a jamais appris les bonnes manières? Mais aussi étonnant que ce soit, je n'ai jamais bronché à toutes ces remarques ou demandes et j'ai toujours obéi. Bien sûr que je l'ai trouvé inutile et qu'elle n'avait pas lieu d'être et aussi qu'on me parlait extrêmement mal. Sauf que je suis pas une personne conflictuelle et encore moins pour un job alimentaire. J'aime trop ma tranquillité pour ça. Je suis donc plus du genre à éviter au plus tout ce qui se rapproche de près ou de loin à un conflit ou à du drama. Ah oui, je le reprécise au cas où, mais ce n'était pas ciblé qu'à moi ce comportement. Absolument toutes les personnes avec qui je travaillais en magasin le subissaient également. Je dirais même que j'étais pas forcément la plus à plaindre à ce moment-là. Mais, et vous y attendiez à ce mais, il y a eu une interaction qui, selon moi, est celle qui a fait que ces 2 managers ont décidé d'aller au-delà, de se surpasser dans ce qu'elles me faisaient déjà subir. J'appelle cet incident le carnet de vacances. Un matin, avant l'ouverture du magasin, Tic et Tac nous convoque tous dans le coffre. Toute joyeuse, elle nous donne à chacun un cahier de vacances fait par leurs soins dans le thème du magasin et du service clientèle. Le premier qui réussit à le remplir en entier sans se tromper aura le droit à une poignée de chocobons. Ouais, et ça vaut combien? Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. 92 centimes. J'en ai rien à foutre.
Oui, bon, j'étais effectivement pas très enthousiaste face à ce cahier de vacances, mais pas grave, car comme elles l'ont elle-même dit, C'est juste pour le fun, donc pas de pression. On récupérera tous les cahiers à la fin de l'été et on t'aura être rempli. autant vous dire qu'on nous a bien fait comprendre que c'était un fun obligatoire. À la fin de cette réunion, on sort tous pour aller à nos postes respectifs, je me dirige vers l'accueil quand l'une des managers me hurle après. Hop 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 Masaba, tu penses aller où avec le cahier de vacances? Tu reviens ici tout de suite, le cahier de vacances c'est à faire chez soi. Pardon? Enfin, c'est juste que le cahier de vacances devant les clients, je sais pas si tu savais, mais c'est pas pro en fait. Je ne comptais pas le faire devant les clients, mais uniquement quand il n'y en avait pas, mais on doit faire ça chez soi. Mais c'est hors de question. Ah non mais... en cas vous pouvez, mais... Que si vous n'avez pas de clients, hein, c'est vrai que le travail c'est sur lieu de travail. Je sais pas trop pourquoi j'ai tiqué à ce moment-là, je pense que c'était la chose de trop. Je sentais aussi que si j'acceptais ça, qu'il n'y aurait plus aucune limite, car là on commençait à s'introduire en dehors du temps de travail, qui d'ailleurs est complètement con, car certaines réponses étaient à trouver sur le lieu de travail, donc impossible à faire 100% en dehors du temps de travail. Si vous aviez vu leur visage, je pense que c'était la première fois qu'une personne leur tenait tête. Après cela, j'ai senti qu'elles savaient plus comment me gérer, dans le sens où ça se voyait qu'elles avaient conscience que j'avais mes propres limites et que j'hésiterais pas à me défendre et que je n'avais pas peur d'elles. Car vraiment, leur manière de manager était basée sur la peur. Mes collègues les craignaient. C'est pas normal. Peu de temps après, j'ai fait ma semaine au bâti et la suite, vous la connaissez. Voilà pourquoi moi et mes collègues pensons, parce qu'on sera jamais sûr, que ces deux managers sont à l'origine de cette convocation chez les RH. À la fin de cette journée, je rentre chez moi en pleurs, car je fais partie des personnes qui pleurent lorsqu'elles ont la rage. J'avais réussi à contenir jusqu'à ce que j'arrive dans ma voiture, mais ensuite tout se déverse, car j'avais la rage de cette injustice. Pour moi, le fait d'avoir dû signer ce rallongement de période d'essai, c'était comme signer une preuve que tout ce qui avait été avancé lors de cette convocation était vrai et que j'en reconnaissais l'erreur, alors que tout était faux. J'en parle longuement à mon copain. Je veux démissionner. Mais j'ai peur de le faire. Car si je démissionne, j'ai plus de revenus. J'ai plus de stabilité alors que la raison même d'avoir pris un job alimentaire était pour avoir une stabilité financière. Chérie, tu sais, ça fait plusieurs semaines que chaque soir lorsque tu rentres à la maison, tu es ou triste ou énervé et ça me fait de la peine de te voir comme ça. Je démissionne. Je venais de réaliser que ce qui devait être un job alimentaire sans prise de tête pour simplement avoir des sous à la fin du mois était en train de me transformer petit à petit en une personne que je déteste, aigrie et triste. Le lendemain, j'arrive au travail avec ma lettre de démission, la boule au ventre. À ce moment-là, je n'étais pas la première à démissionner. 3 démissions ont eu lieu peu de jours avant le mien, dont celui de Brigitte, si vous vous rappelez d'elle. On avait tous démissionné pour les mêmes raisons. Cependant, par peur des réactions des managers, tous ont préféré mentir en disant qu'ils avaient trouvé ailleurs. J'étais la première à donner la véritable raison. Après la remise de ma démission, il me restait officiellement plus que 48 heures à travailler avant de ne plus à remettre un seul pied dans ce magasin. J'aurais très bien pu ne pas les faire, je n'aurais juste pas été payée, mais pour 2 jours en enfer pour un salaire médiocre, très franchement, je m'en serais passée. Cependant, je suis jeune et je suis bête et je ne savais pas que c'était une possibilité. Pour moi, les 48 heures étaient obligatoires, quoi qu'il en coûte, et encore une fois, je suis pas une personne conflictuelle, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne sur moi pour encore 2 jours et qu'ensuite je serais enfin libre. Et vous pourriez penser qu'ils faisaient peut-être la technique du je fais semblant de te prendre en CDI pour ensuite te virer ou te forcer à la démission après la période saisonnière Nojutsu. Mais non, ils sont en manque cruel d'effectifs, les nouvelles recrues démissionnent, les anciens partent à la fin du mois. Vous pensez que c'est fini? Ah non. On me dit que dans la journée, le bras droit du directeur souhaite me parler au vu de la raison de mon départ. Je me trouvais à l'accueil du magasin lorsqu'il est venu à moi et il me demande de lui réexpliquer ce que j'ai déjà raconté. Ici, au milieu du magasin. Oui. Top. Je lui explique non pas sans mal car je devais continuer de m'occuper des clients en même temps, tout ça pour qu'au final ils me disent « Après, les personnalités sont parfois pas compatibles. » Avant de partir.
Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé ont directement compris mon départ, mais bizarrement, les autres, les managers, les chouchous, eux m'ont tous dit « Non mais tu fais bien de partir si le métier te correspond pas. » Malheureusement, j'ai pas le temps de m'étaler sur ces 48 heures, mais c'était un vrai merdier plus que d'habitude. Je sais même pas comment c'est possible. Lorsque je suis sortie de ce magasin pour la dernière fois, je me suis sentie tellement soulagée. C'est bizarre car en même temps j'avais très peur de ce que j'allais bien pouvoir faire et que l'une des choses qui m'inquiète le plus est d'être stable financièrement. Et pourtant, j'étais soulagée. Je n'aurais jamais cru que c'est cette mauvaise expérience qui me pousserait à donner une chance à ma passion et de me lancer à 100% sur YouTube et sur Twitch et Internet de manière générale. Quand j'ai commencé, je savais pas du tout où ça allait me mener, mais aujourd'hui, on est plus de 35 000 abonnés, c'est énorme pour moi, vraiment, merci beaucoup. Pour être tout à fait honnête, je ne vis pas encore de ma passion, mais tant que je pourrai, je resterai à 100% dessus. J'ai hâte de passer l'année 2026 avec vous, prenez soin de vous, et à la prochaine vidéo, bye bye.